Bonsoir Chérif, la visite du roi du Maroc et son discours de la marche verte à Dakar, menu principal de notre entretien de ce soir avec le politologue Babacar Justin Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Babacar, quelle est la signification de la marche verte et pourquoi Dakar? La marche verte, en dépit de l'adjectif qualificatif vert, ou verte dans ce cas précis, n'est pas une initiative environnementale. La marche verte n'a rien d'écologique. La marche verte était éminemment politique, pour ne pas dire géopolitique dans une très bonne mesure. Sa Majesté le roi Hassan II l'avait imaginé, il l'avait initié comme un moyen de pression non militaire sur l'Espagne qui occupait le territoire du Sahara occidental. Le 6 novembre 1975. Oui. Donc l'initiative a été très hardie, mais l'initiative n'était pas hasardeuse, dans la mesure où elle a été encadrée par les forces armées royales et par la gendarmerie royale. D'ailleurs, le maître d'œuvre de cette marche-là, sur le plan opérationnel, je rappelle que c'était des foules en mouvement non armées, des foules non armées en mouvement. Toutefois, il y avait un arrière-plan opérationnel qui était bien planté et qui était coiffé par le général Hosni Ben Slimane, l'inamovible directeur de la gendarmerie royale du Maroc et qui est toujours en place. Donc c'était un moyen de pression non militaire sur l'Espagne du général Franco à un moment bien choisi parce que le général Franco était agonisant. Donc Hassan II savait que la riposte ne pouvait pas être à la hauteur du défi que lui, il lançait à l'Espagne sur le plan de la récupération du Sahara occidental, donc sur le plan politique. C'était aussi enfin une substitution à la guerre. C'est-à-dire je fais marcher des foules plutôt que d'envoyer mon armée faire la guerre immédiatement et automatiquement. Pour terminer, je dirais que c'était un coup de poker aussi. Un coup de poker magistral, ingénieux et très risqué. Parce que si la marche verte avait échoué, le roi Hassan II aurait vu son trône particulièrement affaibli. Dans ce livre que je tiens entre les mains, Hassan II, la mémoire d'un roi, entretien avec Éric Laurent, journaliste français, lui-même répond à une question de notre confrère sur la marche verte. Il dit « Puis le 16 octobre est arrivé, la Cour internationale de La Haye a rendu un arrêt estimant que des liens d'allégeance avaient rattaché de tout temps le Maroc au Sahara. C'est alors que j'ai prononcé mon discours lançant la marche verte. » Aujourd'hui, son fils, Mohamed VI, qui a hérité de son trône, vient à Dakar pour prononcer un discours. Pourquoi Dakar? Avant Dakar, un mot sur les liens soulignés par Hassan II. Vous savez, il y a eu effectivement l'arbitrage de la Cour internationale de La Haye. Il y a eu également ce qu'on a appelé l'accord de Madrid, qui avait procédé à une partition du territoire. Une portion pour la Mauritanie qui allait de Dakhla jusqu'à Oussirit. Et une portion pour le Maroc qui englobait les grandes villes et qui englobe toujours les grandes villes comme El Ayoun. Bon, en 1979, vous vous rappelez bien, la Mauritanie a décroché et le Maroc a usé de son droit de préemption pour récupérer tout le territoire. Mais justement, à propos de ces liens, moi j'insiste. Hassan II n'a pas tort, mais moi je précise que les liens sont tout azimuts. Tout azimut dans ce sens qu'il y a des tribus du Sahara occidental qui ont des liens très forts avec les tribus de la Mauritanie. Ce n'est pas pour rien que la Mauritanie a été au départ au cœur de ce dossier. Et je vous rappelle qu'en 1957, on est sous la loi cadre, il y a ce qu'on appelle le discours d'Attar, qui a été prononcé par Ould Daddah, qui réclamait aussi le Sahara occidental. C'est donc dire que sur le plan ethnologique, sur le plan anthropologique, sur le plan historique, les arguments du Maroc et les arguments de la Mauritanie étaient des arguments forts. C'est la raison pour laquelle on avait coupé la poire en deux à Madrid. Discours d'Attar, discours de Dakar, cette fois-ci. Pourquoi Dakar? Qui Mohamed VI veut s'adresser? Pourquoi Dakar? Bon, pourquoi Dakar? Je crois que les conseillers du roi ont trouvé, ils n'ont pas tort, que Dakar est une place forte de la démocratie. Dakar est une place forte de la stabilité africaine. Dakar est une place forte en termes d'image. Alors, puisque le Maroc amorce son retour vers l'instance continentale que constitue l'Union africaine, je crois que Dakar, c'est la porte d'entrée la plus indiquée, la plus appropriée. Ça, c'est du point de vue marocain. Oui, c'est aussi la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Au moment où nous parlons. Assurée par le Sénégal. Voilà. Donc, vous apportez de l'eau à mon moulin en termes d'argumentation. Maintenant, il y a une monumentale interrogation. La marche verte a eu lieu au Maroc. Les marcheurs étaient des Marocains. Les objectifs étaient marocains, la récupération du Sahara occidental. Rien ne s'est passé au Sénégal. Pourquoi le 41e anniversaire de cette marche, qui est une marche marocaine,
alors est fêté à Dakar dans les conditions que l'on sait, avec beaucoup de faste et avec comme point d'orgue un discours de Sa Majesté. Il va sans dire que ça laisse les observateurs assez pantois, assez interloqués. Les gens sont frappés un peu d'étonnement. Oui. Alors, pourquoi il y a des risques que Dakar abrite ce discours de la marche verte? D'abord, je crois que nous devons désormais prendre en charge les discours pour mieux les maîtriser. Il y a eu le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar, qui a été insultant pour l'Afrique, pour le Sénégal et pour l'Afrique, bien entendu. Aujourd'hui, on a le discours de Sa Majesté Mohamed VI, qui est un discours à tonalité continentale. Bien que prononcé à Dakar, c'est à tonalité continentale. Moi, je l'ai lu crayon à la main. C'est un discours aussi axé sur les intérêts vitaux du Maroc. Bien sûr, il y a quelques mots à l'endroit du Sénégal qui sont des mots d'amitié, des mots de solidarité, etc. Des accords signés également avec le président Macky Sall. Oui. C'est du vernis? Les accords avec le Maroc relèvent de l'ordre normal des choses. Nous avons avec le Maroc une relation non seulement ancestrale, mais d'une épaisseur politique, géopolitique, historique, spirituelle incommensurable. Le président Macky Sall a dit entre le Maroc et le Sénégal, c'est une relation d'amour spéciale. Bon, vous savez, ça c'est de la prose diplomatique. Oui. Mais de toutes les façons, l'amour entre les États, la philanthropie entre les États, ça ne doit pas relever d'un pourcentage très élevé. Vous connaissez le mot du général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais pour en revenir à ce discours prononcé depuis Dakar, ce discours ne peut pas ne pas avoir des retombées, et de toutes sortes. Un discours prononcé à Dakar, alors que c'est un discours qui relève historiquement des affaires marocaines, ce discours, dans le contexte actuel, pour quelqu'un qui connaît la géopolitique sous-régionale, ce discours agace l'Algérie et dérange la Mauritanie. Parce qu'au moment où nous parlons, les rapports entre la Mauritanie et le Maroc ne sont pas au beau fixe. Il y a une tension latente et larvée. Avec l'Algérie, je n'ai pas besoin de vous faire un croquis, la rivalité, elle est atavique. Alors, et ce sont ces pays-là qui sont intéressés et concernés par le dossier du Sahara. Parce que dans la terminologie de la politique internationale, à propos du Sahara occidental, on vous dit les États concernés et les États intéressés. Les États concernés étaient le Maroc et la Mauritanie. La Mauritanie ayant décroché et ayant reconnu le Polisario, on a le Maroc qui est un État concerné, mais on a deux pays qui sont intéressés, en l'occurrence l'Algérie et la Mauritanie. Oui. Alors, dans le contexte actuel, un discours de Sa Majesté depuis Dakar sur la question du Sahara occidental, qui est encore une question pendante en Afrique, et même au Conseil de sécurité, et dans le monde, il va sans dire que ça agace l'Algérie, ça dérange la Mauritanie, au moment où, avec la Mauritanie, nous avons le gaz à exploiter et un gaz qui est à cheval sur nos frontières. Donc je crois qu'une telle initiative, qu'on le veuille ou non, par ricochet, ça peut placer nos rapports avec la Mauritanie, notamment du point de vue de l'exploitation du gaz, sous des auspices qui ne sont pas forcément les meilleurs. Mais ça, ce sont les retombées en termes d'effets induits, effets négatifs induits. La marche verte était si importante pour Hassan II que, répondant à une autre question dans le même livre, sur un éventuel échec de la marche verte, il dit « J'aurais mis en place un conseil de régence en attendant la majorité de mon fils, Mohamed VI plutôt, actuel roi, et je serais allé vivre soit en France, soit aux États-Unis, dans le New Jersey, où je possède une propriété. » D'abord, il faut saluer et magnifier l'intelligence de Sa Majesté Hassan II. C'était un roi, il n'était pas un démocrate, loin s'en faut. Il était un roi avec grand R, mais il était d'une intelligence vive et très élevée. Même ses pires ennemis lui reconnaissaient l'esprit phosphorescent. Alors, ça, c'est un discours de roi qui reflète une intelligence très stratégique, très politique, mais dites-vous bien aussi que c'est un discours post-marche, après la marche. Donc c'est un discours a posteriori. Absolument. Ce qui veut dire qu'il avait la latitude d'interpréter les choses comme bon lui semble, oui, avec toute la dose de coquetterie stratégique ou géopolitique indispensable à ce type d'échange. Parce que je crois que c'est un entretien avec Éric Laurent, oui, du journal Le Monde. Voilà, les mémoires de Sa Majesté. Retour du Maroc au sein de la communauté africaine et discours de la marche verte donc à Dakar. Avantage ou handicap pour le candidat du Sénégal, Abdoulaye Bathily, à la présidence de la commission de l'UA? Oui, mais avant d'embrayer sur Abdoulaye Bathily, je voudrais encore insister, et là vous avez raison, le président Macky Sall aussi n'a pas tort, sur la dimension exceptionnelle des relations sénégalo-marocaines. Nous avons tout donné au Maroc. Tout donné au Maroc. Savez-vous que dans ce dossier du Sahara, le Sénégal a été militairement impliqué? C'est un épisode mal connu des hommes et du grand public. L'armée sénégalaise n'a pas été envoyée au Sahara pour se battre. Mais en 77-78, au plus fort des opérations militaires du Polisario contre la Mauritanie, qui était sur le point de s'affaisser et de s'effondrer, le président Giscard d'Estaing avait déclenché l'opération Lamantin avec l'armée de l'air française.
Les Jaguars, à l'époque, on n'était pas encore avec les Rafales et autres. Le must, c'était les Jaguars. Les Jaguars français décollaient de la base de Vocam pour aller allumer les colonnes du Polisario qui empêchaient la marche du train minéralier entre Zouérate et Nouadhibou, et qui est d'ailleurs le poumon économique de la Mauritanie. C'est donc dire que militairement, à partir du moment où l'armée française décollait de Dakar pour aller bombarder le Polisario, nous avons été impliqués. D'ailleurs, c'était un acte de souveraineté, certes, mais qui était interprété par le président Boumedienne comme un casus belli. C'est pourquoi, pendant cette période, l'Algérie en voulait beaucoup au Sénégal. Mais aujourd'hui, après avoir tout donné au Maroc, alors je crois que quand même, il y a, du point de vue des relations entre les États, une égale dignité, une égale souveraineté qui commande quand même un certain nombre de limites. Il y a un déséquilibre. Oui, moi je suis pour l'amitié avec le Maroc. Le Maroc est un pays ami, mais le Sénégal ne peut pas et ne doit pas être le satellite du Maroc. Est-ce que cette amitié va sauver justement la candidature d'Abdoulaye Bathily? Oui, mais j'insiste encore une fois, le Maroc est un pays ami. Parce que le temps nous est compté. Le Sénégal ne doit être ni son satellite, ni son garçon de course diplomatique, encore moins son cheval de Troie pour le retour au sein de l'Union africaine. Ça, nous devons être avec le Maroc, mais pas à ce point-là. Abdoulaye Bathily. Bon, s'agissant d'Abdoulaye Bathily, j'insiste sur un point qui est un atout d'ailleurs. Abdoulaye Bathily est un historien de formation, il n'est pas un diplomate de carrière. Les historiens ont l'avantage d'avoir une connaissance intime des réalités. Et je suis sûr qu'il connaît le continent africain jusque dans ses pulsions les plus secrètes et les plus cachées et les plus voilées. Alors, donc c'est déjà un atout. L'appareil diplomatique sénégalais est mis à sa disposition. Bon, je crois que les concurrents, s'ils ne sont pas en dessous de lui, c'est-à-dire inférieurs à lui, ils ne le dominent pas, ça c'est sûr. Bon, alors je crois que le reste va se jouer, comme d'habitude, dans les coulisses et dans les couloirs. C'est-à-dire cette partie invisible de l'intense activité diplomatique. Cette partie invisible de l'intense activité diplomatique sera décisive. C'est une candidature qui a toutes ses chances de succès. Ah non, je ne peux pas donner une réponse aussi abrupte. Parce que toutes les chances de succès, une candidature à ce niveau-là est toujours problématique en termes de succès ou d'insuccès. Je veux dire, il n'y a pas une évidence de départ. On a vu ça avec Jacques Diouf à la FAO. J'ai lu le livre de l'ambassadeur Falilou Kane. Il me l'a dédicacé, il me l'a dédié plus exactement, il me l'a envoyé plutôt. Alors, mais je vous dis que quand il vous dit l'intensité des contacts qui ont été menés sur place à Rome avec Moustapha Niasse et d'autres ambassadeurs, alors le succès n'était pas évident au départ, mais à l'arrivée, il y a eu succès. Donc dans ce genre de processus, on n'est jamais sûr de rien tant qu'on est au départ et au milieu. C'est à l'arrivée seulement qu'on peut être sûr du résultat. On verra. Autre question internationale, c'est l'élection présidentielle aux États-Unis. Demain, mardi, ce sera entre Hillary Clinton et Donald Trump pour succéder au président Barack Obama. L'Amérique a-t-elle fait le bon casting? L'Amérique, d'abord, est un monument de complications et de complexité. Mais c'est ce qui fait aussi son charme. Même le modus operandi électoral est problématique. Vous avez le vote populaire, vous avez les grands électeurs, donc il y a un mix électoral, comme on parle de mix énergétique. C'est très compliqué, l'Amérique. Ensuite, c'est un peuple qui est capable des élans les plus insoupçonnés. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'Angleterre, Brexit? Quand on connaît l'étroitesse des rapports historiques entre l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique, je ne peux pas parler de contagion automatique. Non, mais je veux dire que tout est possible. La candidature de Trump, mon Dieu, au départ, elle était moquée, mais elle devient de plus en plus sérieuse. Maintenant, du point de vue géopolitique, c'est l'aspect qui m'intéresse moi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une proportion non négligeable d'Américains qui pensent qu'il faut un dur comme Trump, capable d'agiter le feu nucléaire sans l'utiliser pour stopper Poutine en Syrie et ailleurs. Il y a des Américains qui pensent comme ça, qu'avec Obama, c'est la mollesse, avec Mme Clinton, ça va être la mollesse, alors que l'Amérique a besoin, par ces temps qui courent, d'une politique beaucoup plus musclée, notamment pour stopper Poutine. Or, il se trouve que Trump, tel qu'on peut le juger ou l'évaluer ou le psychanalyser, mais tel qu'il apparaît du point de vue du profil psychologique, il a l'air de quelqu'un qui pourrait être comme un Truman. Harry Truman qui avait utilisé l'arme nucléaire. Vous donnez beaucoup plus de chance à Trump qu'à Mme Clinton? Vous donnez beaucoup plus de chance? Il m'est difficile de faire un pronostic cette fois-ci.
Parce que je vous dis que l'élection américaine n'est pas une élection simple. Et dans ce domaine, le modèle américain est un modèle assez singulier. Il se trouve aussi qu'on n'a pas affaire à un État unitaire. On a affaire à l'Union américaine, c'est-à-dire les États-Unis, avec des États quand même qui sont certes dans l'Union, mais qui ont souvent leur propre réalité et des réalités très lourdes. Vous savez, entre l'Amérique, la Caroline du Nord, et la Caroline du Sud, la Floride, où il y a énormément de latinos, alors les mœurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Les mœurs sociales qui induisent les choix politiques ne sont pas les mêmes. Donc l'Amérique, c'est assez compliqué. Il m'est difficile là où je suis, où je me trouve, de faire un pronostic. Et je préfère ne pas en faire parce que c'est le peuple américain qui est souverain. Absolument. Et la partie semble serrée. Macky Sall et ses alliés du PS et de l'AFP, c'est une question domestique et c'est la dernière de cet entretien. Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est Ousmane Tanor Dieng qui est le président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Pour certains, c'est la part belle à ces deux alliés. Est-ce que vous comprenez ce qui guide le choix du président Macky Sall sur ces deux cas? La part belle, je ne pense pas. Je crois que c'est le reflet d'un rapport de force. Vous savez, la première évidence, c'est que les hommes politiques, on ne les importe pas. Ils sont du pays. Alors, ils sont d'un certain âge, ils sont anciens, et ce sont quelque part des has-been, mais ils sont aussi là. Il faut faire avec. Et ils ont été au premier tour des concurrents de Macky Sall. Au deuxième tour, ils ont aidé à la décision finale et fatale à Abdoulaye Wade. Donc, c'est des gens avec lesquels il faut composer, avec lesquels il faut compter. Alors, le président ne peut pas importer des Argentins ou des Brésiliens pour les placer à la tête des institutions. Il travaille avec les gens qui sont là. C'est une évidence. Mais pourquoi Niasse et Ousmane Tanor Dieng? Mais ils sont là, ils ont joué un rôle dans l'avènement du régime Macky Sall. Rôle non négligeable. Et puisqu'ils ne partent pas à la retraite ou ne souhaitent pas partir à la retraite, ils veulent encore servir le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis une coalition, c'est quoi? Une coalition, c'est un conglomérat de partis. On ne s'impose pas. Même si le rapport de force électorale dicte à chacun des membres de cette coalition un comportement en rapport avec son vrai poids. Mais en même temps, pour le président Macky Sall, c'est l'élimination de deux potentiels adversaires. Lesquels? En 2019, Niasse et Tanor, qui ne vont pas se présenter contre lui en 2019. Il les élimine, lui, Macky Sall, ou c'est l'histoire qui les élimine? Ah oui? Oui, mais parce que... Qu'est-ce qui les élimine? À mon avis, c'est l'histoire. C'est plus l'histoire que Macky Sall. C'est plus l'histoire que Macky Sall. Ils ont été plusieurs fois candidats, ils n'ont jamais été vainqueurs. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec des partis cassés. Le PS est fractionné. Alors, l'AFP est fracturé. Et vous savez aussi, en politique, il y a une bonne dose de cynisme et de machiavélisme. En politique, le bon allié, c'est l'allié faible ou affaibli. Est-ce que pour autant, le président Sall s'ouvre un boulevard pour 2019? Vous savez, une élection qui est encore loin devant nous, 2019, n'est pas facile à traiter en termes de, j'allais dire, pas de pronostic, mais même en termes d'évaluation. Ce n'est pas facile. Il y a énormément de paramètres. Dans ce domaine, on ne peut pas lire dans une boule de cristal. Même les fameux sondages dans les pays les plus développés, parfois, n'ont pas été les plus pertinents et les plus justes. Alors, ce qui est sûr, c'est que si tout se passe bien, dans le calme, dans la sérénité, les Sénégalais auront le loisir et la latitude de choisir. Et je crois que c'est le choix des Sénégalais qui est plus important que mon point de vue aujourd'hui. Merci, Babacar Justin Ndiaye. C'est moi qui vous remercie. Politologue, c'est tout. Chérif, demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.